Ça y est, nous y est le match décisif pour le top 8 en Ligue des Champions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Copenhague. Et bien évidemment, tout de suite, on va commencer. Je vous mets mon écran. Tac, normalement vous le voyez. Première chose, comme d'habitude, vous en avez justement l'habitude. N'hésitez pas à me follow à vous abonner sur YouTube. Vous abonnez, vous mettez toutes les notifications, vous likez les vidéos, etc. Comme ça, moi, ça me régale. C'est gratuit en plus, donc merci à tous ceux qui le feront. Ensuite, donc on va aller directement, voilà, ici, ce match face à Copenhague. C'est un match qui peut être intéressant pour un joueur, on va y revenir, qui est... Ah, je peux pas avoir toute l'équipe. Bon, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est Ronny Bardghji, puisque Copenhague est tout simplement son ancienne équipe, et on y reviendra juste après. Du côté de Copenhague, du coup, alors, actuellement, ils sont 26e de Ligue des Champions à 0 points du 24e. Donc, clairement, eux, ils ont quelque chose à jouer. Hein. C'est pas en mode on joue Kairat Almaty qui est déjà éliminé, qui n'a plus rien à jouer. Non, non, là, on a quelque chose à faire. Vraiment, on doit vraiment jouer. Et ça va être chaud. On va pas se mentir, ça va être chaud. Pour Copenhague, du coup, comme on l'a dit, 26e. Au niveau de leur classement, domestique, dans la Danish Superliga, ils sont 5e, ce qui me paraît très bizarre. Je ne connais premier degré pas la première et la 4e équipe, je ne sais même pas qui c'est. Ils ont 28 points en 18 matchs, donc très mauvaise opération pour eux, hein, parce que je pense pas que ça les qualifie pour autre chose que la Ligue Europa Conférence, c'est encore même pas sûr. Je sais pas comment ça marche le championnat. Voilà, donc non, tour final, ok, d'accord. Ouais, en gros, je pense qu'il y a 2 tours, ok, donc ça change rien pour eux en fait. Ok, d'accord. Au niveau des joueurs, bon, je vais pas vous mentir, j'en connais pas beaucoup, donc je vais directement me mettre la valeur marchande pour nous aider. Au cas où il y a des joueurs que je connais de nom, mais j'en doute. J'en ai vu un que je connais parce qu'il est extrêmement connu par sa précocité, même s'il a un peu flop par la suite. Par contre, lui, je le connais, Mohamed El Younousi. C'est une grosse pépite. Non, c'est pas du tout une grosse pépite, qu'est-ce que je raconte? Il a fait une carrière... Voilà, il est passé par Southampton plusieurs fois, par le Celtic. Bref, il a fait quelques clubs intéressants, donc c'est pour ça que je le connais vite fait. Alors, je vais pas vous mentir, je sais pas s'il est bon ou pas, hein, mais j'en ai déjà entendu parler. Ensuite, ouais, non, je connais personne, on va pas se mentir. Le seul que je connais, ça va être lui, Youssoufa Moukoko, bien évidemment, qui est passé par Dortmund. C'était une grosse pépite de Dortmund. Il est aussi passé par Nice, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà leur grosse pépite. Concrètement, après, je ne connais pas d'autres choses. Je vais revérifier, mais pour moi, je ne connais personne. Pour être 100% honnête, c'est pas un club très connu, hein. Comme vous pouvez vous en douter, Copenhague. Donc ouais, je pense que je connais personne d'autre. Donc je vais pas pouvoir un peu vous parler de l'équipe parce que je ne connais personne. Globalement, ça va être l'idée. Au niveau des statistiques, ils ont 7 matchs en LDC, 11 buts marqués, 17 encaissés. Ça fait 1,6 buts par match, ce qui est élevé hein, pour une équipe qui normalement ne vise pas du tout mieux que le top 24, grand maximum le top 24. 2,4 encaissés, ça par contre c'est énorme. Et on va regarder aussi bien évidemment dans leur championnat domestique parce que ça nous intéresse. 18 matchs, 30 buts marqués, 26 encaissés. Donc ça nous fait 1,7 buts par match marqué et 1,4 encaissé. On voit quand même qu'ils mettent pas mal de buts, mais ils en encaissent beaucoup, ce qui va être extrêmement intéressant pour nous. De notre côté, on a toujours le même blessé, Gavi. Ferran Torres, pour l'instant, on ne sait pas s'il sera là. Je ne peux pas vous dire puisqu'on ne sait pas. Ensuite, Frenkie de Jong est suspendu, bien évidemment. Pedri blessé et Andreas Christensen, la même chose. C'est un match spécial, comme je l'ai dit, pour Ronny Bardghji qui affronte son ancienne équipe. Il ne sera pas titulaire, nous ne mentons pas nous-mêmes. Mais par contre, il pourrait être remplaçant et jouer des minutes. Ça ne me choquerait pas du tout. Voilà. Sur ce match, alors, c'est ce que je peux vous mettre le classement de la Ligue des Champions. Voilà. Bien évidemment, j'en ai déjà parlé, mais le match est super important puisque nous sommes 9e et qu'une victoire nous assurerait quasiment à 100% le top 8. Selon les projections de Opta, vous savez, c'est un peu une IA qui prédit les choses avec des statistiques. On aurait approximativement le plus de chances, c'est d'être 4e ou 5e. Voilà, c'est dans ces eaux-là.
en sachant que 4e et 5e, ça voudrait dire passer devant au moins toutes ces équipes, en sachant que Tottenham joue, je crois, il joue qui Francfort, donc ça peut être intéressant, hein, attention à Francfort, bien évidemment, surtout que c'est à l'extérieur. Et Liverpool joue Karabakh. Bon, là, il y a un peu moins d'espoir pour être 100% net. 5e me paraît être une place possible, personnellement. Ensuite, Bayern et Real sont intouchables, tout comme le Real. Je vois pas comment on pourrait... voilà, Benfica en plus. Ok, moi je vise tout simplement le top 8. Après, peu importe si on finit 4ème, 5ème. Bien évidemment, si on est 4ème ou 5ème, tant mieux. Mais c'est pas ce qu'on vise. Nous, on veut au moins le top 8. Du coup, sur ce match, forcément, j'ai envie d'une bonne entame de match. Une entame où on n'encaisse pas de buts, s'il vous plaît, parce qu'on a trop l'habitude d'encaisser des buts en premier. Et d'ailleurs, j'ai un petit tweet sur ça qui va être intéressant. Donc, vraiment une bonne entame de match. Et aussi, ce qu'il va falloir aller chercher, je suis désolé, hein, j'insiste toujours sur ça, limite, sur les matchs de Ligue des Champions, mais il faut, là, ça va être ultra important, de gagner par 3... 4 buts d'écart minimum. On va pas se mentir que c'est pas l'équipe de l'année en face. Faut respecter toujours l'adversaire, mais encore une fois, Copenhague, ça reste une équipe faible. Là, pour le coup, faut vraiment gagner avec des buts d'écart. Au moins, au minimum 2. Mais dans le meilleur des cas, 3 voire 4, ça serait très bien. Parce que là, tu prendrais au niveau du classement, imaginons qu'on gagne juste par 3, ça nous ferait du coup 9, non je sais pas compter, ça fait 8. 8, on se met quand même très très bien, on va pas se mentir, donc ça serait extrêmement intéressant pour nous. Sinon après, je pense que j'ai pas grand chose à dire. De ce qu'on a vu, c'est quand même une équipe qui encaisse beaucoup, alors elle met pas mal de buts, donc peut-être qu'on en encaissera un, mais elle encaisse aussi beaucoup de buts, elle est à quasiment 2 buts, non elle est à plus de 2 buts même encaissés sur la Ligue des Champions, et quasiment 1,5 dans son championnat domestique. C'est le championnat danois, danois ou norvégien, j'ai un doute. Danois, c'est bien ça. C'est le championnat danois, donc c'est clairement pas un gros championnat. Et pourtant, même comme ça, ils encaissent 1,5 but par match, ce qui est complètement énorme. Je vous rappelle, nous qui sommes une équipe qui encaisse extrêmement beaucoup de buts, dans notre championnat domestique, on est à... donc la Ligue 1, bien évidemment, vous l'avez compris, on est à 1. Voilà. Donc je pense que... Alors qu'on trouve qu'on encaisse beaucoup trop de buts. Je pense que vous captez le délire. Donc ça, c'était concernant tout ce que j'avais à dire sur le match. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est directement ça. Regardez, alors j'aurai la même chose en but marqué. En Liga, le Barça a encaissé 16 buts en première mi-temps et 6 en seconde mi-temps. Donc ça, c'est intéressant. Alors, je vais cliquer sur ça pour que vous voyez. Je regarde juste que vous voyez tout à l'écran. Oui, vous voyez quasiment tout. Donc là, vous voyez, non, on est juste là. Le logo du Barça, 16 buts encaissés à la mi-temps, c'est le deuxième plus grand total de toute en première mi-temps, c'est le deuxième plus grand total de toute la Liga derrière Mallorca qui est à 21. Je sais pas comment ils font pour encaisser autant de buts, mais ce qui je trouve intéressant, c'est qu'on en a encaissé que 6 en seconde mi-temps, ce qui fait qu'on est la meilleure équipe et de très très loin de la Liga, puisque la deuxième c'est l'Atlético qui est à 10. Donc je trouve ça quand même très intéressant, et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est assez marquant et qu'on fait que dire, c'est qu'on encaisse beaucoup et surtout en premier, mais ensuite on change de mindset et on est beaucoup plus intéressant, parce que je trouve quand même que en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on encaisse beaucoup moins, on encaisse quasiment pas, et ce graphique nous le prouve encore. 6 buts encaissés en seconde mi-temps, c'est vraiment que dalle, parce qu'on est à quasiment 20 matchs, même 25 matchs sur la saison. Et ensuite le deuxième graphique, en Liga, Barcelone a marqué 25 buts en première mi-temps et 32 en seconde mi-temps. Donc là pour le coup, c'est quelque chose qui me paraît assez logique. On met légèrement plus de buts en deuxième mi-temps, mais globalement on est quand même quasiment à l'équilibre, on est à 43% je dirais, comme ça là à vue d'œil. On est l'équipe qui marque le plus en première et on est l'équipe qui marque le plus en deuxième mi-temps de toute la Ligue, ce que je trouve intéressant, et surtout la marque est répartie, donc ça c'est vraiment super. Parce que globalement, on n'est pas une équipe qui s'effondre, on est même une équipe qui est très bonne en seconde mi-temps, moins bonne en première, mais très bonne en seconde, et ça je trouve ça quand même intéressant, et je voulais parler de ce graphique. Par exemple, on peut voir que c'est à peu près la même chose pour toutes les équipes. Regardez, 20, 18, globalement toutes les équipes qui sont à peu près bonnes, donc Real, nanana, regardez, ils sont tous aux alentours des 50%. Quand une équipe est mauvaise, regardez, hop là, Valence c'est là, Retafe c'est là, le Celta, voilà, le Betis, même s'ils sont un peu bons, bon voilà. Vous voyez globalement que les meilleures équipes sont souvent à 50%, et ça je trouve quand même ces deux graphiques qui étaient intéressants. Ensuite, Rossi au PSG portera le numéro 27, il aura
le transfert nous rapporte 8,2 ou 8,5 millions d'euros. On n'a pas pour l'instant toutes les infos puisque ça n'a pas été donné. Il y en a qui disent 8,2, il y en a qui disent 8,5. J'ai envie de dire qu'on va partir sur 8,2 de notre côté. On est toujours pessimiste. Je vous ai promis une vidéo, il y en aura une après le débrief contre Copenhague. Voilà, donc elle sortira je pense jeudi globalement. Ensuite, Barcelone envisage comme solution de repli si le transfert d'Alvarez et joue Vlahovic. Pour moi non, parce que Vlahovic ne doit pas être titulaire. Vlahovic en tant que remplaçant c'est extrêmement intéressant, ce serait du racisme en fait pour être 100% honnête, ce serait n'importe quoi, mais certainement pas en tant que titulaire et je suis vraiment très déçu si cela arrive et ça m'étonnerait pas que ça nous arrive comme d'habitude. Ensuite, le renouvellement du contrat de Fermin sera annoncé jeudi avec une conférence de presse prévue la semaine prochaine, donc ça c'est une très bonne nouvelle. On a eu l'info qu'ils veulent l'aller prolonger du style des semaines dernières après son doublé contre le Slavia Prague et là on nous annonce que c'est fait. C'est une folie de se dire ça, c'est à dire que pour une fois en une semaine on a tout bouclé. Alors les infos, prolongation jusqu'en 2031, deuxième info, plus 50% du salaire, donc ça veut dire s'il était à 10 millions, il est à 15 millions, je sais pas c'est quoi le salaire de Fermin, mais vous avez compris, et il prendra plus 50%, clause de 1 milliard, et je crois que j'ai tout dit, si je dis pas de bêtises. Donc très très bonne nouvelle, bien évidemment. Je pense qu'on a fait une super affaire. Ensuite, je finis sur ça parce que c'est quand même quelque chose dont je parle tout le temps. Enfin tout le temps, je parle beaucoup récemment. Fabrizio Romano qui dit les jeunes, une recrue du Barça, cela fait partie du nouveau projet de déco. En septembre dernier, le FC Barcelone a signé un contrat avec un nouveau directeur du recrutement, Amaral, qui fait désormais partie de l'équipe de déco. Il travaille activement à intégrer de jeunes talents au Barça Athletic dans un premier temps afin de garantir leur avenir au sein du club ou d'investir en eux ultérieurement. Barcelone finalisera dans les prochains jours le transfert de l'attaquant Hamza Abdelkarim cette semaine et de l'ailier Ejei Tavares. Le troisième est Patricio Pacifico et son contrat est conclu. Et le quatrième est presque conclu, Einstein, je ne vais pas le prononcer. Le Barça investit massivement dans ces jeunes, ils sont considérés comme faisant partie du projet Déco. Alors regardez les 4 jeunes, donc sachez que lui c'est fait, Pacifico, je connais aucun des 4, sans mentir, je connais aucun des 4, je n'ai jamais vu jouer aucun des 4. Lui c'est fait, lui c'est officiel aussi, c'est fait, lui c'est quasiment fait, et lui pareil ça devrait se faire. C'est un truc que je trouve, enfin c'est un projet que je trouve très intéressant, qu'on a remarqué quand même sur ces dernières années. On l'avait fait Victor Roquet, etc. On est vraiment porté sur les jeunes, ce que je trouve très bien parce que la Masia, c'est clairement ce qui a fait qu'on a eu la meilleure période de notre histoire. C'est ce qui a fait aussi qu'on s'est relevé récemment. Donc moi je trouve ça très bien. Ça permettra aussi avec ces jeunes recrues au Barça Athletic de monter en 3e division parce que regardez, si je mets Barça B, faut que j'aille en plus sur Transfermarkt parce que sinon ça ne me trouve pas Barça B, mais regardez Transfermarkt au classement, le Barça B, vous le savez, n'est plus en 3e division. On était l'année d'avant à 2 doigts de monter en 2e division et on a au final flop pour passer en 4e division et ça c'est quand même assez fort. On est 5e, voilà, on est 5e, donc 32 points. On est à 7 points du premier, c'est cataclysmique. Et surtout regardez notre forme, je crois qu'on est mais très mauvais en ce moment. Sur les derniers résultats, voilà, vous voyez, c'est très très mauvais. Globalement, on a 2 victoires en, si je dis pas de bêtises et que j'ai compté 6 matchs, ce qui n'est pas bon. Donc voilà, je pense que j'ai pas plus à dire. J'ai tout dit de ce que je voulais dire. Ok, ça c'était du coup concernant ça. Et ensuite, on va passer au 11 idéal pour finir cette vidéo. Donc ça, c'était la composition sur le dernier match. Donc, on va bien évidemment changer quelques petits trucs. Je laisse Eric Garcia à droite et en défenseur central Gérard Martin et Koubarsi. Par contre, je remets Baldé parce que je pense que mettre Cancelo à la 70e minute, ça peut faire du très très sale et surtout il aura moins à défendre qu'au début. Parce que le début, je pense que Copenhague vont aller nous chercher haut pour essayer de nous surprendre. Donc c'est pour ça que je préfère mettre Baldé qui est quand même largement meilleur défensivement que Joao Cancelo. On l'a vu parce que défensivement, Joao Cancelo face à Oviedo, ça faisait pitié un peu. Ensuite au milieu, il n'y a pas de Young et il n'y a pas Pedri. Donc on va se marrer. Je suis obligé, ça c'est obligatoire, de laisser Casado. Par contre, ce que je fais, c'est que je mets Olmo en numéro 8 et que je mets Fermin en numéro 10 si j'arrive à le trouver. Vous connaissez la traditionnelle galère pour trouver un joueur sur cette putain d'appli. Voilà, donc pour moi le milieu ressemblera à ça. Casado qui fait un mauvais match, mais en même temps pas le choix parce que on a quasiment tous nos joueurs blessés, donc c'est ça qui est bien. Et ensuite
Rafinha, Lamine, ça bouge pas. Lewandowski, ça fait pitié. Franchement, son match face à Oviedo fait pitié. Son match face au Slavia Prague était honteux, je l'ai déjà dit. Le problème, c'est que je ne peux pas mettre Ferran Torres en tant que titulaire. C'est impossible, on ne sait même pas s'il sera là. C'est pas pour le mettre titulaire. Donc voilà, c'est le 11 titulaire que je mettrai. Bien évidemment, le projet est simple. Gagner avec plusieurs buts d'écart. Koundé peut rentrer, Cancelo doit rentrer, ça c'est une obligation. Si ça marche pas, à la limite mettre Araujo, mais je n'ai pas envie de faire confiance à Araujo. Ensuite, Ferran Torres, si on peut le mettre en tant que remplaçant, ce serait bien aussi. Les deux là doivent pas bouger parce qu'ils sont très très bons en ce moment. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Juste avant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur tous mes réseaux, que ce soit TikTok où je fais des débriefs, des actualités et je reposte aussi des highlights de mes vidéos. Pareil sur Insta, là, il n'y a que les highlights. Donc si vous voulez qu'une partie de mes vidéos, vous pouvez aller voir. Et enfin Twitter, là, pareil, c'est je commente les matchs. Bref, vous connaissez le principe de Twitter. Je pense que je ne vais pas vous apprendre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi, je vous dis tchuss.